et bienvenue chez les Séries-Técaires, le podcast produit par la médiathèque Marguerite Duras, consacré aux séries et aux cultures populaires. Dans cet épisode, nous allons reprendre la formule 1, 2, 3 séries inaugurée dans l'épisode 4 et je vais laisser le micro à mes collègues Priscilla, Florence et Sandrine afin qu'elles vous parlent de leurs séries préférées. C'est à vous! Bonjour, je suis Priscilla. Je vais vous parler de Maison Close, une série création originale Canal+, créée en 2010 par Jacques Wanish et à la réalisation Mabrouk El Mechri. Elle dure 2 saisons avec un total de 16 épisodes. La série se situe dans le Paris de la dernière moitié du XIXe siècle. On suit les intrigues de plusieurs femmes dans une maison close réputée appelée le Paradis. L'histoire s'ouvre sur une jeune femme, quasiment filmée à la première personne, venue à la capitale à la recherche de sa mère biologique. Mais une fois passées les portes du paradis, elle est contrainte d'y rester pour rembourser sa dette. Le spectateur est désormais en immersion dans la maison close avec elle et découvre tous les rouages. Ce que je trouve de particulier à cette série, c'est qu'on est dans un décor qui évoque le plaisir, la volupté, l'abondance, avec une esthétique empreinte du classicisme avec des moulures, des grandes colonnes et un escalier de marbre blanc. C'est un lieu aux allures de temple qui fait appel aux sens, notamment le toucher, avec des drapés, des voiles, que ce soit les tentures de velours ou les tenues fines en transparence des femmes. La lumière y est aussi particulière car dans le grand salon, et surtout la nuit, on est totalement coupé de l'extérieur. C'est plutôt une ambiance tamisée et intimiste, avec un clair-obscur qui donne au corps un aspect presque sculptural. En fait, le paradis est un univers très glamour, qui représente aussi la puissance du féminin, mais qui va de pair avec la réalité très violente du piège de la maison close et du système de l'époque. Ce qui me semble intéressant aussi, c'est cette dynamique entre l'extérieur et l'intérieur de la maison close, surtout par rapport au contexte politique de l'époque, à savoir la Restauration avec la Brigade des mœurs, ce qui ajoute beaucoup d'enjeux aux sorties des prostituées et qui annonce certains bouleversements sur cette économie. Ce que j'ai adoré, c'est la galerie des personnages féminins très bien travaillés, avec une réelle évolution sur les 2 saisons. Pour le casting, on retrouve Anne Charrier dans le rôle de Vera, une prostituée, Valérie Carcenti dans le rôle d'Hortense, la macasse, et Catherine Osmalin dans le rôle de la sous-macasse. Alors Valérie Carcenti, peut-être que ça vous dit quelque chose, c'est une actrice qu'on a vue dans Scène de ménage, voilà, et donc je vous conseille cette série notamment pour la voir dans un tout autre registre. Ce que j'ai adoré aussi, c'est le duel magistral entre Hortense la macasse et Vera la prostituée la plus célèbre de Paris. Il y a entre elles deux une formidable lutte du pouvoir, autant qu'une interdépendance entre ces 2 figures, car elles sont toutes les 2 tiraillées entre le désir ardent de liberté, mais également celui de dominer dans ce petit monde. J'entends lutte aussi également au vu de leur statut, l'une par rapport à l'autre. Cette lutte du pouvoir est pour moi le cœur du spectacle de la série. Et d'ailleurs, à la fin de la saison 2, donc voilà, ça éclate, on arrive au paroxysme d'une situation très tendue et les bouleversements s'annoncent, des bouleversements radicaux. Et donc, à la fin de cette saison 2, il y a cette confrontation, voilà, ce dialogue très frontal entre ces 2 personnages. Et voilà, et pour moi, c'est l'une de mes scènes préférées. Et la série montre très bien que tenancières de maisons closes ou prostituées, ce sont des femmes marginalisées et enfermées toutes les 2 dans le paradis. Donc c'est une série que j'ai beaucoup aimée, mais que j'aimerais mettre en parallèle avec d'autres œuvres, notamment parce que elles ont un écho très fort avec une situation qu'on peut retrouver aujourd'hui dans notre contexte moderne. Alors pour le parallèle, il y a d'abord le film L'Apollonide, Souvenir de la maison close. Donc c'est un film de Bertrand Bonello sorti à la même période, en 2011. Donc je fais ce parallèle entre les 2 œuvres à cause de leurs sorties successives sur le même sujet et sur la même période historique. Mais également pour le formidable travail sur les décors, les costumes, le choix du casting, avec des propositions de personnages forts et charismatiques. Dans ce film, on retrouve un casting de rêve. Adèle Haenel, Noémie Lvovsky, Afsia Herzi, Céline Salette
et d'autres, avec cette volonté de peindre des héroïnes complètement modernes. On retrouve aussi un formidable travail documentaire sur le contexte historique de ces lieux secrets finalement. Il y a aussi un parallèle sur le travail de la bande-son. Pour le film L'Apollonide, c'est plutôt des couleurs rock, alors que pour Maison Close, on est sur un répertoire très très éclectique, mais finalement totalement anachronique. Ce que ces deux œuvres montrent, c'est aussi cette grande particularité de la Maison Close d'être à la fois un business, parfois une opportunité d'émancipation pour les femmes, mais aussi une condition féminine sociale et politique en soi. Selon moi, les deux œuvres tentent une approche au plus près des personnages, avec une dimension empathique, pour nous en faire sentir toute la complexité. L'autre parallèle que j'aimerais faire, cette fois-ci, c'est avec la série Harlots. Le titre en français, c'est Filles de joie. Elle est créée en 2017 par Moira Buffini et Alison Newman. Et cette fois-ci, on sort du contexte français car on est en 1763 à Londres. La ville est en plein essor, mais le choix des femmes reste très restreint et la prostitution est très répandue. Cette fois-ci, on a deux maisons closes de niveau social différents, tenues par des femmes que tout oppose, qui se livrent une guerre sans merci pour attirer la gente masculine et survivre malgré les coups bas. Je fais un focus sur le personnage de Margaret Wells, donc c'est la propriétaire du bordel de bas étage. Et cette fois-ci, je la mets en relation avec Hortense, la macasse de Maison Close, parce que toutes deux sont des figures assez autoritaires, avec un long parcours, un long passé. Elles ont toutes deux été prostituées par le passé. Et là, cette fois-ci, Margaret Wells, en véritable femme d'affaires, elle tient son établissement avec détermination, parée à toutes les ruses, mais elle garde cette part un peu mystérieuse, un peu sensible et maternelle, donc qui en fait un personnage très complexe, tout comme le personnage d'Hortense. Et finalement, ce sont des personnages auxquels on s'attache au fur et à mesure des épisodes. Donc, Harlots, c'est une série au ton humoristique cette fois, avec l'humour anglais, et un casting vraiment de dingue, donc britannique et américain. On retrouve Jessica Brown Findlay, qu'on avait vu dans Downton Abbey, Leslie Manville, Liv Tyler, qu'on ne présente plus, et Samantha Morton notamment. Donc l'intrigue se tient cette fois-ci en 3 saisons, et c'est une série très rythmée. Alors, la série Harlots, Maison Close et le film L'Apollonide, vous allez pouvoir les retrouver dans les bibliothèques. À très bientôt. Bonjour, je m'appelle Florence et je vais vous parler de la série Berlin. Ce sont 3 mini-séries allemandes déclinées par ordre chronologique, Berlin 56, Berlin 59 et Berlin 63, respectivement réalisées en 2018, 2020 et 2021. Chaque saison comporte 6 épisodes de 45 minutes. Ces séries sont issues d'un scénario de Annette Hess, écrivaine et scénariste allemande, et elles sont réalisées par Sven Bose pour les parties Berlin 56 et 59 et par Sabine Bernardi pour la partie Berlin 63. Au cours des 3 mini-séries, on suit l'histoire d'une famille allemande à Berlin-Ouest, les Scholack, quelques années après la Seconde Guerre mondiale, en 1956 donc. Une mère et ses 3 filles font face au nouveau monde qui se présente et aux changements en cours. La mère est propriétaire d'une école de danse de salon qui se situe sur l'avenue Kurfürstendamm, qui donne son nom au titre original de la série Kudamm 56. Au cours de cette saga familiale, inspirée de récits de femmes de la propre famille de la scénariste, on assiste à une chronique de l'après-guerre dans l'Allemagne divisée entre fantômes du nazisme, émancipation féminine et émergence du rock'n'roll. Dans la première partie, Berlin 56, Monika, la plus jeune des 3 sœurs Scholack, est renvoyée de l'Institut des arts ménagers. Elle tente de se jeter sous le métro, de peur d'être accueillie chez elle par les remontrances méprisantes de sa mère, Katerina. Mais elle en est empêchée par un jeune inconnu. En effet, depuis le départ pour le front de son mari dont elle n'a plus de nouvelles, Madame Scholack tient d'une main de fer ses 3 filles et son école de danse de salon, la Maison Galland. Elle est obsédée par l'idée de trouver un bon parti pour ses 3 filles et elle se désespère du cas de Monika. Par contre, elle se réjouit des perspectives de mariage de ses autres filles,
Helga va épouser Wolfgang, futur procureur général, et Eva fait les yeux doux au professeur Jürgen Fassbinder, son chef, bien plus âgé qu'elle, à la clinique psychiatrique où elle travaille. Katerina décide de prendre en main le destin de Monica et oblige Joachim Frank, le fils d'un riche industriel, à l'accompagner au mariage d'Helga afin de lui présenter Monica. Le jour dit, celle-ci découvre que son sauveur du métro, Freddy, fait partie de l'orchestre. Son embarras se change en ravissement lorsqu'elle se lance dans un rock endiablé, aux grandes dames de Madame Cholak qui proscrit cette musique de nègre comme elle l'appelle. Alors bien sûr, je ne vous dévoilerai pas ce qui arrive en cette fin d'année 56, puis dans les années à venir. Mais les 3 filles de Katarina Cholak vont avoir chacune un destin très différent, rythmé par des grands bonheurs, mais aussi par des drames. Alors certes, cette série est très romanesque et peut parfois prendre des airs de mélodrame à l'américaine, mais elle offre aussi de grandes qualités de réalisation et une direction d'acteurs très efficace. On salue d'ailleurs l'interprétation de Sonia Gerhardt, Maria Erich et Emilia Schüle pour les rôles des 3 sœurs qui vont gagner en nuances et en maturité au cours de ces 3 séries. Mais ce qu'on apprécie surtout dans cette saga, c'est qu'elle est très très bien documentée et qu'avec elle, on traverse les grandes mutations sociétales et culturelles de cette période si particulière de l'Allemagne. Berlin, qui était une ville d'effervescence artistique et aux mœurs très libres jusqu'à l'arrivée au pouvoir des nazis, est devenue une ville puritaine. On y pourchasse les homosexuels et les communistes, et on traite les hystériques par électrochoc. Il ne fait pas bon déroger aux règles et ou sortir de la norme. Les 3 sœurs Cholak sont des enfants de la guerre, et comme tous les jeunes gens de cette époque, elles souhaitent fuir au plus vite les fantômes du passé et rompre avec les valeurs réactionnaires de leurs parents. Quant à cette génération des parents, justement, elle tente d'oublier sa responsabilité dans les crimes du nazisme. C'est le cas de Katharina, la mère, qui incarne parfaitement les convenances étriquées du passé. Elle est autoritaire, obsédée par la réussite et le qu'en dira-t-on, et elle a manœuvré pour acquérir gratuitement son salon de danse qui appartenait jadis à une famille juive. Berlin 56 montre également à quel point l'oppression des femmes est grande à cette époque. Mais déjà, l'émancipation couve. Dès la 2e partie, la révolte inévitable de la jeune génération arrive et se transformera en véritable conquête d'indépendance. Dans la série 63, c'est l'ère de la guerre froide. Le mur qui sépare Berlin-Ouest de la partie Est sous contrôle soviétique est construit. C'est l'arrêt définitif des relations entre les populations des côtés opposés. On pénètre parfois dans l'univers morose de Berlin-Est, tandis qu'on assiste à la reprise économique à l'Ouest, où l'arrivée récente du rock'n'roll bat son plein. En effet, la jeunesse se grise de cette musique et la fureur de vivre envahit Berlin-Ouest, cachant toutefois un profond mal-être des Berlinois. Le rock'n'roll sera pour Monica, la plus jeune sœur, un moyen d'exprimer son talent et sa révolte et lui permettra de gagner sa liberté. En résumé, c'est une série pas très longue, avec des personnages vivants et très attachants, et un portrait sans concession de l'évolution de la société berlinoise dans les années d'après-guerre. Personnellement, je me suis beaucoup attachée au personnage des 3 filles, et notamment à celui d'Eva, l'une des 3 sœurs, qui est prête à tous les bouleversements pour obtenir elle aussi son indépendance. Les personnages d'hommes sont également très intéressants, notamment celui de Fritz. On mesure tout son malaise et sa peine à avouer et à vivre son homosexualité dans cette société qui la réprime. Quant à Joachim, personnage énigmatique et plutôt antipathique, on finit par le comprendre et presque par le plaindre. Mais c'est sans doute le personnage de Freddy qui est le plus attachant. Bien que brinque-ballé par la vie et en proie à un profond mal-être, il affiche toujours une joie de vivre communicative, une générosité sincère et une sensibilité à fleur de peau. C'est un roi du rock'n'roll et la musique le portera plus que tout le reste dans cette vie qui n'a pas beaucoup de sens pour lui. Il sera aussi toujours un soutien sans faille pour Monica. La série Berlin m'a parfois fait penser à la série américaine Mad Men, même si elle ne se passe pas dans le même pays et pas vraiment à la même époque. Mais surtout pour la description du statut des femmes et comment, au cours des années, elles trouvent à imposer leur place et leurs droits. Les 3 mini-séries ont eu un grand succès en Allemagne et Berlin 56 a d'ailleurs attiré jusqu'à 6,5 millions de téléspectateurs, soit 20% d'audience.
Elles sont actuellement visibles en replay sur la plateforme Arte TV et sont disponibles en DVD dans les meilleures médiathèques de France et de Navarre. Bonjour, je m'appelle Sandrine et je viens vous parler de la série Blackadder, en français La Vipère Noire, c'est une traduction littérale, qui est ma série préférée. Donc c'est une série qui date un petit peu puisqu'elle a été produite par la BBC entre 83 et 89. Elle compte 4 saisons plus 3 épisodes spéciaux et elle a été diffusée par Arte en 1995. C'est donc à cette époque que moi je l'ai découverte, j'avais à peu près 13 ans. Elle passait les samedis en début de soirée. Moi, je regardais Arte pour le programme qui suivait, qui s'appelait Histoire parallèle. Et donc, j'étais tombée sur cette série par hasard. Je pense que je n'avais pas vu le premier épisode, mais j'avais vu le deuxième. Et j'ai tout de suite été fascinée par ce spectacle un peu bizarre. Alors, qu'est-ce que c'est Blackadder ? C'est donc une série historique et comique. Le personnage principal, c'est Rowan Atkinson. Donc, ça donne tout de suite le temps humoristique de ce qui se passe. Et c'est une série qui se penche sur l'histoire anglaise. Donc chaque saison correspond à une époque. La première époque, on est à la fin du Moyen-Âge. La deuxième, on va se retrouver à l'époque d'Élisabeth Ier, Élisabeth la Grande. Puis, troisième saison, on va mettre au moment de la Régence chez les Britanniques. Donc pour vous situer, nous c'est fin de la Révolution, début de l'Empire. Et la dernière saison se passe pendant la Première Guerre mondiale. L'aspect historique est important puisque les gens sont en costume, qu'il y a des allusions à des faits historiques réels, mais en même temps avec de grandes libertés qui sont prises, notamment dans la première saison, puisque dans la première saison, on va imaginer que les guerres sanglantes de l'histoire anglaise ont été gagnées par d'autres personnes que des personnes qu'ils ont gagnées en réalité, et les enfants d'Édouard qui normalement étaient tués dans la tour de Londres sont arrivés à l'âge adulte et ont commencé à régner. On voit que ce n'est pas une grande réussite pour l'histoire anglaise, puisque le roi est un soudard complètement stupide, son fils aîné ne vaut guère mieux, et notre héros, Blackadder, Edmund, pas le dauphin, donc le prince cadet, est absolument stupide, veule, lâche, il est ridicule, il essaie toujours de conquérir le pouvoir, il n'y arrive jamais, et comme il est joué par Rowan Atkinson, il a des tas de petites mimiques absolument répugnantes à regarder, qui sont très très drôles. Ce qui est amusant dans cette série, c'est que donc on navigue toujours entre la fiction on est en train de faire une série historique sérieuse où on va expliquer l'histoire d'Angleterre à notre public et la parodie. Par exemple, dès le générique, on voit apparaître la mention dialogue additionnel de William Shakespeare, puisque des citations de Shakespeare vont être détournées, notamment Edmund, le héros, va croire qu'il va être roi parce que, comme Macbeth, il va se promener dans la forêt et croiser une sorcière qui va lui dire qu'il sera roi. Ça va lui monter au cerveau. Donc c'est là qu'il prend le surnom de la Vipère Noire, Blackadder, surnom qui lui va très bien puisque la vipère est un animal fourbe, rampant, absolument négatif, et c'est tout à fait ce qu'est ce personnage. Edmund a 2 acolytes, son sidekick qui est Lord Percy, qui est absolument stupide et qui incarne toute la nullité de la noblesse telle qu'on peut se la représenter dans l'imaginaire populaire, et Boldwick, son domestique, qui dans la première saison est le plus intelligent des 3, le plus rusé, le plus habile. Mais ça va changer dans les saisons suivantes. Dans la deuxième saison, la situation dans l'ordre de l'héritage en fait s'est dégradée comme dans la vraie vie. Quand on est fils de roi et qu'on a des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, ensuite leur proximité à la couronne est très éloignée. Donc Blackadder n'est plus qu'un lord de la cour d'Élisabeth, auprès de laquelle il essaie de se placer. Elle est entourée, donc elle est jouée par Miranda Richardson. Elle est entourée de ministres, notamment son Lord Chamberlain, Lord Melchett, qui est joué par Stephen Fry. Et il essaie de se placer pour obtenir des avantages, notamment d'essayer de séduire cette reine, ce qui ne marche jamais, qui joue sur le mythe de la reine vierge, mais qui en même temps elle est entourée d'amants, mais qui sont tous plus séduisants que lui, donc ça ne marche pas très bien. Cette saison-là a la particularité que pour des raisons d'économie, elle n'est quasiment pas tournée en extérieur. C'est donc quasiment que du théâtre filmé qui se passe dans la salle du trône, qui ne l'empêche pas d'être très très drôle. Donc on retrouve les mêmes personnages, les mêmes protagonistes. Mais la nouveauté par rapport à la saison 1, c'est que le deuxième Blackadder est beaucoup plus intelligent que son prédécesseur. Et c'est par contre son domestique qui est complètement stupide. Donc là on va jouer sur
tous les aspects de l'histoire anglaise à ce moment-là, tout ce qui est les débuts des colonies aux États-Unis, la découverte du Nouveau Monde, le passage au protestantisme, à l'anglicanisme, avec l'écrasement de l'Écosse et la réclusion de Mary Stuart, etc. Mais toujours sur ce mode burlesque et bouffon. La 3e saison donc se passe pendant la Régence. Il y a une régence en Angleterre parce que le roi est fou. Et son fils, donc, qui est joué par Hugh Laurie, assure la régence. Et contrairement à ce qui se passe en réalité, ce régent est encore plus fou et stupide que son père. Et donc, ça se débat sous forme de trahison, puisqu'il y a une possibilité d'essayer de passer à l'alliance avec Napoléon. Et la 4e saison, donc, c'est la Première Guerre mondiale, avec, là, ça se passe essentiellement dans les tranchées, avec un vrai regard, cette fois-ci, sur la stupidité de la guerre et le risque de mourir pour pas grand-chose, en fait. Donc l'objectif de Blackadder, qui est devenu un simple, je crois qu'il est sergent ou lieutenant, enfin un petit gradé, c'est simplement de ne pas mourir. Et donc son domestique Baldric, son ordonnance, va essayer de l'aider à ne pas mourir. Et puis on va voir les dures conditions des Anglais à ce moment-là. Baldric va devenir spécialiste dans la préparation du rat sous toutes ses formes. Et ils vont essayer à chaque fois de se faire réformer à chaque épisode. Ça ne va pas marcher. Et donc la lignée va s'interrompre en 1917, quand ils vont se retrouver à devoir exécuter un ordre absurde. Et on suppose qu'ils vont se faire tuer, mais on n'en est pas certain. Peut-être pas, puisque dans les épisodes bonus qui existent, il y a un épisode qui se passe dans les années 10 000, où Blackadder est dans un vaisseau spatial et il a inventé une machine à remonter le temps, ce qui va lui permettre de remonter le temps, d'aller voir ses ancêtres et de mettre, comme souvent dans les histoires de voyage à remonter le temps, la pagaille dans l'histoire officielle, en agissant sur ses ancêtres et en les faisant fonctionner de façon différente. Les autres épisodes spéciaux, il y a un épisode qui porte sur la Révolution anglaise, qui n'avait pas été traité dans les séries, donc au moment où les têtes rondes vont affronter les cavaliers. C'est un épisode d'1h30. Et il y a également un épisode de Noël qui présente un Blackadder du 19e siècle qui est très très méchant et qui a une vision de ce qu'ont été ses ancêtres et comme quoi la méchanceté ne payait pas. C'est donc tout à fait inspiré d'un conte de Noël de Charles Dickens. Donc on reste dans cette veine dont on utilise la littérature anglaise pour faire quelque chose de comique avec notre personnage. Donc pourquoi est-ce que moi j'aime cette série ? Alors cette série est vraiment drôle. Ce que je vous en ai raconté ne donne pas forcément que c'est vraiment du comique à la fois visuel, du comique de répétition, du comique sur les citations qui sont déformées, sur les situations. C'est vraiment très drôle. Rowan Atkinson est, moi je trouve, incomparablement plus drôle encore que dans Mr Bean, parce que dans Mr Bean on est plus habitué peut-être à ces personnages un petit peu décalés, ceux qui ont été créés par Jacques Tati par exemple. On a déjà vu ça, alors que là c'est vraiment, il est saison du Moyen-Âge, il a une espèce de col en noir, un affreux petit chapeau, pas vraiment pointu mais conique, une petite fraise qui lui serre le cou, et rien que de le voir déjà il est drôle à regarder. De l'humour anglais, donc des choses complètement absurdes qui se produisent. Il y a un épisode par exemple où on essaie de mettre des festivités pour le remariage du roi, le père de Blackadder. Les numéros sont plus stupides et plus absurdes les uns que les autres et on va d'abord assister à l'audition des participants et on va penser qu'ils vont pas être retenus tellement c'est nul ce qu'ils font, et ensuite on va avoir la surprise amusée de les voir figurer au banquet et de voir que évidemment tous les convives s'ennuient mortellement puisque c'est nul. Donc tout est comme ça. Les références à l'histoire anglaise qui ne sont ni vraies ni fausses et qui demandent d'aller un peu chercher par soi-même, c'est quelque chose qui est amusant en soi. Et également le plaisir de retrouver les personnages et les acteurs qui les jouent d'une saison à l'autre, mais qui ne sont pas exactement les mêmes puisque plusieurs générations ont passé. Et donc de voir cette mesure du temps, c'est quelque chose qui est intéressant et amusant. De voir que notre héros, donc au départ, il est fils de roi, ensuite il va être lord. Dans la 3e saison, il est simplement majordome à la cour. Et dans la 4e, c'est monsieur tout le monde. C'est quelque chose qui, à ma connaissance, est assez inédit dans les séries, en tout cas dans les séries des années 80. Qu'en même temps, il continue à fréquenter les mêmes personnes, puisque les descendants de compagnons des premières générations sont encore présents. C'est intéressant également. De voir qu'il y a une sorte de petit message anti-royauté assez amusant de la part de Britanniques aussi, qui est il est de moins en moins bête à fur et à mesure qu'il descend dans la société. Quand il est fils de roi, il est complètement stupide. Quand il est lord, c'est un peu moyen. Et puis le monsieur tout le monde est en fait le plus touchant
Il a simplement pas envie de tuer d'autres êtres humains et il veut juste rester en vie. Et toutes les choses pendables et comiques qu'il va faire, ça va être dans cet objectif-là et pas du tout pour s'enrichir ou pour avoir le pouvoir. Donc au final, il a gagné à chuter dans la hiérarchie sociale en tant qu'être humain. Donc c'est plutôt sympathique comme façon de voir le monde et assez surprenant pour une production de la BBC. Quoi vous dire d'autre sur cette série ? Alors moi, je ne suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup de séries, donc je ne suis pas sûre de pouvoir identifier des séries qui auraient le même procédé. Effectivement, quand j'avais 13 ans, moi, la seule série que je connaissais qui passait à la télévision, il y en avait deux que je regardais. Une que je regardais qui était Sherlock Holmes et l'autre que je ne regardais pas qui était Benny Hill. Et donc, pour moi, l'humour anglais, c'était un gros monsieur qui courait après des femmes toutes nues. Et pour moi, c'était pas très très drôle. Et donc, d'avoir découvert que l'humour anglais, c'était autre chose, en fait, et que c'était plus basé sur l'absurde et les situations, c'était vraiment une révélation. Dans ces séries-là, ça fait plus penser aux Monty Python, que moi j'ai découvert après. Les Monty Python, donc il y a surtout les films, et puis les épisodes des émissions, qui ont vraiment cet aspect-là. On va mêler de l'histoire avec de l'absurde et des costumes et faire quelque chose qui est complètement délirant, avec une petite base de faits historiques vrais. La différence pour moi avec les Monty Python, c'est que les Monty Python, on est vraiment dans une logique de sketch. Il n'y a pas ce souci de continuité, de faire évoluer des personnages dans l'histoire et dans le temps. Pour les gens qui connaissent les Monty Python et que ça fait rire, je pense que Blackadder vous fera rire aussi et qu'il faut que vous le regardiez, puisque c'est à peu près le même humour et la même absurdité. Pour finir, je ne peux pas résister à vous chanter le début du générique en français. Roulement de sabots sur la plaine, bonnes gens, fermez vos fillettes. Si l'odieux cavalier dégaine, il vous raccourcit d'une tête. Blackadder, Blackadder, tu ne penses qu'à mal. Blackadder, Blackadder, avorton infernal. Merci à toutes les trois pour vos conseils et à très bientôt pour un nouvel épisode.